Vous avez aujourd'hui des pouvoirs en place en Angleterre, en France, en Allemagne, etc., qui sont légaux, mais qui ne sont plus légitimes. C'est-à-dire qu'ils sont haïs par la population. Le jour où ça va péter, c'est le jour où la police en aura marre. Tous ces régimes tombent quand la police cesse de les soutenir. Ça met des années pour ruiner un pays comme la France. Puis quand vous êtes vraiment ruiné, là, la chute est d'une rapidité. Ça va être comme un coup de... Et là, il va y avoir une baisse du niveau de vie qui va être effroyable et qui va prendre de plus dans la gueule les petites gens. Il vaut mieux une fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Eh bien, on arrive à une fin dans l'horreur. On va en prendre plein les tronches. Et on sera libre. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission. Merci. Alors vous êtes financier, économiste, président du think tank l'Institut des Libertés. Ouais. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages et vous venez de publier récemment un nouvel essai intitulé « La vérité vous rendra libre » aux éditions Pierre de Taillac. Voilà. Alors dans ce livre, vous dénoncez notamment une entreprise de destruction des nations et de transfert de leur souveraineté vers des instances supranationales. Un projet technocratique mené par ceux que vous appelez les hommes de Davos. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces hommes de Davos et quelle est leur idéologie ? C'est difficile de répondre à votre question parce que c'est plutôt un type d'homme que des gens en particulier, mais ce sont des gens qui ont avalé en quelque sorte la notion de globalisation et qui pensent très fondamentalement que les nations, dans le fond, ça vient du passé, que c'est pas utile et que le futur appartient à un gouvernement mondial. Et comme ils sont les plus intelligents, qu'ils ont été dans les meilleures écoles, etc., c'est à eux qu'il y aura ça. Donc, ils se sentent absolument appelés par une puissance divine, je ne sais pas laquelle, à nous gouverner et à faire ce qui est bon pour nous, même si nous, on n'est pas tout à fait d'accord, quoi. Et donc, ce sont des gens très curieux parce qu'ils ont été dans les mêmes écoles, ils ont fait les mêmes études, ils se sont retrouvés à Harvard, au MIT, la London School of Economics, à Sciences Po Paris, ou j'en sais rien. Ils passent aux endroits, leurs vacances aux mêmes endroits, ils se marient entre eux, ils ont des relations très très fortes avec tout le monde des médias. Et si vous leur demandez si les vaches, ça a les cornes devant ou derrière les oreilles, ils savent pas, quoi. Ils ont jamais été dans une campagne, ils ont jamais vu un paysan, ils ont jamais vu un artisan, ils savent pas ce que c'est. Donc ils vivent dans une espèce de monde complètement éthéré, artificiel. Ils se parlent entre eux et ils se convainquent les uns que les autres qui sont les plus malins, les plus brillants et que grâce à eux, le monde va enfin connaître une période de paix et de prospérité remarquable. C'est-à-dire que c'est pas tellement différent, aussi curieux que ça paraisse, de l'espèce de... Ce que disait Lénine, c'était le parti communiste avant-garde du prolétariat, si vous voulez, qui était aussi une élite qui était censée nous amener dans le bon sens, qu'on en tue quelques-uns, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et donc, après avoir fait tomber le mur de Berlin, on s'est débarrassé de ce que Reagan appelait l'empire du mal, et on l'a remplacé par exactement la même chose, mais avec des gars un peu différents, quoi. Et si j'appelle ça l'empire du mensonge. Mais le seigneur du mal, c'est le diable, et le seigneur du mensonge, c'est le diable aussi, quoi. Donc, ce sont des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, qui en sont convaincus. Ils n'ont pas besoin de... Si vous voulez, c'est les Bill Gates, tous ces gars-là, c'est Attali, on en a 42, quoi, c'est pas... Donc, et c'est même pas un complot, parce qu'ils vous le disent tranquillement. Vous avez qu'à lire ce qui s'est dit à Davos depuis 20 ans, et puis... Ils vous annoncent tranquillement ce qu'ils vont faire, quoi. Par exemple, il faudrait faire passer la population humaine de 8 milliards à 500 millions, parce qu'on est beaucoup trop nombreux. Oui, parce que dans votre livre, c'est ça, hein, je crois qu'à un moment, vous expliquez qu'ils sont animés par une idéologie profondément malthusienne. Profondément malthusienne, c'est-à-dire que, encore une fois, ils expliquent... C'est ce que j'appelle vraiment une civilisation de la mort. Ça fait des années qu'ils poussent, ils ont commencé avec, l'avortement, puis ensuite, si vous voulez, on est en train d'arriver à l'euthanasie.
la limitation des naissances. Et ce qui est d'étonnant, c'est qu'ils ont une caractéristique commune, c'est qu'il y en a pour ainsi dire pas un qui a des enfants et des petits-enfants. C'est-à-dire qu'au moins le problème sera réglé dans le temps parce qu'ils n'auront pas transmis leur ADN, quoi. Mais ils disent tranquillement aux gens, surtout n'ayez pas d'enfants. Ce que je trouve tout à fait bizarre. Là, on a Emmanuel Macron, justement, qui a parlé de réarmement démographique il n'y a pas très très longtemps. Oui, voilà, si vous voulez, c'est comme le déserteur qui pousse les gens à partir au combat, quoi. Comme il a d'enfants, cet animal. Zéro. Donc, si vous voulez, pour sortir de la tranchée, il faut quand même que le type derrière qui vous sortez, là, votre officier, il ait quelque crédibilité dans les batailles précédentes, quoi. Sinon vous restez bien au chaud et vous lui dites toi tu y vas, mais donc allez-y mon gars, faites des enfants, il est assez jeune pour faire des enfants cet animal. Est-ce que vous pensez justement que la classe dirigeante française partage les idées promues par ces hommes de Davos, cette idéologie malthusienne? Comment elle se positionne par rapport à tout ça? Oui, si vous voulez, la classe dirigeante française, d'après ce que j'ai compris, j'ai lu ça quelque part, je sais pas, sur les dernières promotions de l'ENA, de Polytechnique, d'HEC, de Sciences Po, je sais pas quoi, je crois que 80% des promotions venaient de 30 jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire qu'autrefois, l'ascenseur républicain passait par l'instruction. On appelait ça, c'est pas l'éducation nationale, l'instruction publique, je crois, on appelait ça, c'était beaucoup mieux. Et donc on sortait des gars comme Jaurès, qui arrivait de je sais pas où, du Tarn, ou je sais pas où. On sortait des gars comme Camus, dont la mère savait ni lire et écrire. Et quand ils arrivaient, c'était un renouvellement du potentiel démographique, quoi, parce que c'était différent. Là, ils sont tous pareils. Donc, bien sûr qu'ils achètent cette idée. Mais ils achètent cette idée comme des robots sont enthousiasmés par le fabricant de robots, quoi. Ils ne sont rien. C'est-à-dire que ce sont des individus, très curieusement, qui n'ont pas de culture. Ils ont les mots, les techniques pour passer les examens, mais c'est la première fois dans l'histoire de France, en 10 siècles, allez, au moins, qu'il n'y a plus un seul grand intellectuel français. Oui, ce que vous dites dans votre livre, vous parlez d'un désert intellectuel. Mais complet. Moi, quand j'avais, je ne sais pas votre âge, que je faisais mes études, il y a bien longtemps, j'avais le choix entre Raymond Aron, Sartre, Jouvenel, René Girard, Revel, François Mauriac, je pouvais en citer 25. Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul grand intellectuel français qui soit traduit dans aucune langue. Alors qu'autrefois, vous allez dans les grandes bibliothèques américaines ou anglaises, la moitié des rayonnages, c'était des grands penseurs français. Donc on était le peuple, ce que disait Bernanos, il disait la France, pays des fous, des philosophes et des bâtisseurs de cathédrales. On était les trois. Aujourd'hui, on n'est plus rien du tout. Plus de bâtisseurs de cathédrales, plus de fous, et plus de philosophes. On va pas parler, on va être charitable, on va pas parler de Bernard Lévy quand même. On va pas tomber à ce niveau-là, quoi. Ou Eindhoven, enfin, je sais plus comment il s'appelle, pas Eindhoven. Raphaël Eindhoven. Ouais. C'est le Négré zéro, quoi. C'est ce que dit mon cher fils, il a une formule que j'aime beaucoup, il dit toutes les grandes épidémies arrivent toujours de Chine, la peste noire, etc. Et ça tue des milliards de gens, et que toutes les idées à la con arrivent toujours du boulevard Saint-Germain, quoi. Et ça tue à peu près autant de gens, d'ailleurs. Puisque vous consacrez aussi un chapitre important de votre livre au contrôle du logos, donc le contrôle du langage et de la raison. Oui. Un contrôle donc, effectué par la classe dirigeante et qui passe notamment par la mise en place d'une novlangue. Comment est-ce que cette novlangue se manifeste aujourd'hui et pourquoi le pouvoir politique a nécessairement besoin de... Il n'en a pas besoin. En principe, dans une vraie démocratie, le logos est ouvert, c'est-à-dire tout le monde se met sur la gueule avec beaucoup d'entrain, puis ensuite on essaye de trouver un point commun, et puis on se débrouille. Mais ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'il y a un certain nombre de mots qui sont chargés énormément de souvenirs historiques, de réalité, je sais pas, par exemple, la famille, la patrie, la nation, le drapeau, la Marseillaise, et depuis à peu près 20 ans, si vous les utilisez, vous êtes traité comme si vous étiez un vieux crétin.
C'est-à-dire qu'on ridiculise le type qui aime son pays. Et l'ayant ridiculisé, dès qu'il commence à parler, on l'interrompt. Parce qu'il va utiliser des mots que les autres connaissent immédiatement. Et donc à ce moment-là, il faut le faire taire à tout prix. Donc le but de la novlangue, c'est pas de donner des informations, c'est que si vous sortez de la novlangue, à ce moment-là, tout le monde vous repère immédiatement. Vous avez un discours. Et ce qui est curieux, c'est que le silence se fait autour de vous à ce moment-là. Les gens tendent l'oreille en se disant, tiens, il parle pas comme tout le monde celui-là. Et pendant 20 ans, quand quelqu'un faisait ça, il se retrouvait, prenant sa retraite à 50 ans, quelque part dans l'Ariège, quoi. Il n'était plus invité nulle part, ses bouquins n'étaient plus reçus, c'était fini, quoi. Et c'est une façon extraordinaire de liquider les grands intellectuels, parce que par définition, les intellectuels, ils parlent de façon différente. Ils ont une sonorité différente quand ils parlent. Et à partir du moment où vous les repérez et que vous les éliminez tout de suite, c'est pas étonnant qu'on n'ait plus que des crétins qui parlent dans le poste, quoi. Oui, vous dites effectivement qu'il y a deux armes très puissantes pour c'est l'exclusion et la dérision. Ouais. L'exclusion et la dérision. Alors ça commence par la dérision, et puis ensuite c'est l'exclusion. Je vous donne un exemple, c'est que j'avais publié un livre, c'était mon premier livre d'ailleurs, qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », où j'expliquais que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne, donc ça allait être un échec épouvantable pour l'Europe, ça allait mettre l'Europe en danger, etc. Bon, c'est ce qui s'est passé. 20 ans plus tard, c'est ce qu'on peut voir. Il a tiré à 30 000 exemplaires, personne ne me connaissait. J'étais le deuxième tirage de Lafon de cette année-là, qui m'avait admis, qui m'avait accepté. Je devais envoyer un bouquin à Lafon. Ils l'ont pris, j'étais bluffé. Donc 30 000 exemplaires, deuxième tirage de Lafon. Et je crois savoir qu'il y a des gens très puissants qui étaient au pouvoir à l'époque, qui ont su le livre 12 fois, de leurs amis, on les a faut que tu lises ça, et qui ont donné des instructions à Lafon de plus jamais prendre un livre de moi. Et donc le but de ces gars-là, c'est quand même extraordinaire, c'est quelque part, un type comme ils pensent qu'ils détiennent la vérité. Et ils pensent aussi que détenant la vérité, il faut éviter de troubler les gens. Donc quelque part, ils pensent que le peuple est idiot, et qu'il ne faut pas laisser des gens qu'ils n'aiment pas parler au peuple, parce que, je ne sais pas, ça pourrait les intéresser, quoi. Et donc, ils sont naturellement totalitaires. Ce que dit un type comme Bock-Côté, qui est extrêmement astucieux, il dit que la différence entre la droite et la gauche, c'est que la droite sait que le péché originel existe, et la gauche pense qu'elle n'existe pas. Donc la gauche pense qu'elle est bonne, et donc comme elle est bonne, elle a le droit de vous envoyer au goulag. Et c'est vrai. Les totalitaristes sont toujours de gauche et recherchent l'égalité. Oui, parce que là, ça vous en parlez aussi dans votre livre. Vous parlez de la Révolution française et vous dites qu'elle a été la matrice de tous les totalitarismes et qu'on assiste aujourd'hui à une forme de résurgence finalement. Elle revient sans arrêt. C'est-à-dire, c'est ce que dit Chantal Delsol, qui a un langage très astucieux. Elle dit, il y a une grande différence entre la Révolution française et la Révolution américaine, parce que la Révolution américaine, qui était la fille de la Révolution anglaise, qui s'était passée en 1689, la glorieuse Révolution, c'était 1689. Et le but, c'était de bâtir des institutions qui empêchaient le monstre qu'est l'État de martyriser les citoyens. Donc il fallait mettre des contre-pouvoirs partout, etc. Bon. Et ça, ils l'ont très bien fait. Tandis que nous, c'était pas ça du tout. Nous, on partait d'une idée rousseauiste que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le corrompt. Donc ce qu'il fallait, c'était changer la société pour qu'enfin l'homme puisse être bon. Mais il se trouve que dans la société d'aujourd'hui, il y en a la moitié qui n'étaient pas... qui ont 40 ans et qui ont été déjà gâtés par la société, quoi. Donc, et donc c'est vrai, il faut les liquider. C'est ce qui s'est passé avec au Cambodge. Où tous les types, on le dit jamais, mais ils ont étudié tous en philosophie à la Sorbonne. Les gars qui ont tué la moitié de leur population, ils avaient tous étudié à la Sorbonne, sous tous les professeurs communistes de l'époque. Donc la gauche est naturellement criminelle. Je crois que Lénine aussi s'est inspiré d'ailleurs de la Révolution française. Lénine s'est inspiré de la Révolution française dans les idées et des jésuites pour l'organisation du parti. Perinde ac cadaver, tu obéis tant que tu n'es pas un cadavre. Donc si vous laissez c'est les deux idées. Mais c'est ce que disait Chesterton, il disait un truc très intéressant, il disait
Le monde est aujourd'hui abîmé par des idées chrétiennes devenues folles. Et c'est ça, cette espèce de... On est tous égaux dans l'œil de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il faut chercher l'égalité sur Terre. Or, la recherche de l'égalité est naturellement criminelle. D'ailleurs, égalité, ça fait partie de la devise, justement, révolutionnaire. Oui, mais ce qui est très embêtant avec l'égalité, si vous voulez, c'est que... Bon, par exemple, il y avait un livre qui était paru à la fin des années 40 aux États-Unis, on en avait lu plus tard, et dans lequel les gens qui étaient au pouvoir trouvaient que c'était abominable parce qu'il y en avait qui étaient beaux et d'autres qui étaient laids. Donc, on faisait passer à toute la population des opérations chirurgicales pour qu'on soit tous pareils. Et ils étaient très emmerdés à la sortie parce qu'il y en avait qui avaient du charme et d'autres qui n'avaient pas de charme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tuer tous ceux qui ont du charme. Donc, avec la même tête et tout, il y avait des types qui avaient un succès fou auprès des femmes, puis les autres, ils avaient beau se brosser, ils n'y arrivaient jamais. Donc, si vous voulez, c'est une idée diabolique parce qu'on a l'ADN, il n'y a jamais eu un autre ADN que le mien, il n'y aura jamais le même ADN dans le futur. Et je veux dire, je suis complètement unique, vous êtes complètement unique. Donc, cette merveilleuse, totale diversité, il la refuse. Et puis je crois que vous dites aussi dans le livre que justement, cette égalité, elle peut aussi favoriser l'envie ou la jalousie. Ah oui, ça c'est la grande idée de ce brave René Girard. Il dit une société complètement égalitaire, comme la violence vient toujours du mimétisme d'appropriation, ben à ce moment-là, vous allez vous mettre sur la gueule de façon extraordinaire pour une queue de cerise. C'est-à-dire, plus la société est égalitaire, plus elle est violente. C'est automatique, parce que vous mettez 14 gamins dans une salle comme celle-ci avec 14 fois le même ballon, des petits garçons, des petites filles, et puis au bout de, vous revenez 20 minutes après, ils se mettent tous sur la gueule pour avoir le ballon de celui qui est le plus... Et donc, c'est pas le ballon qu'ils veulent, c'est que le fait que ce gars-là ait pris ce ballon, ça voulait dire qu'il est mieux. Donc à ce moment-là, on va se mettre sur la gueule pour avoir ce ballon. Et c'est ce que montre René Girard. Donc, la recherche de l'égalité... La recherche de la liberté amène toujours à plus de liberté, à plus de prospérité et à plus d'égalité. La recherche de l'égalité amène toujours à plus de pauvreté et à plus de violence. Oui, c'est une espèce de fuite en avant. C'est un but qui ne peut pas être atteint. On vous dit la recherche de l'égalité, mais en fait c'est de la jalousie. Or la jalousie, c'est le seul des 7 péchés capitaux qui ne peut pas avoir de satisfaction objective. Si vous aimez les femmes, de temps en temps, vous avez une satisfaction objective. Si vous aimez les trop bouffer, de temps en temps, vous pouvez vous en mettre plein la panse. Mais la jalousie, vous êtes jamais satisfait. Et c'est le péché mortel de la gauche, la jalousie. Regardez M. Mélenchon, il est fâché tout le temps. Il est en colère tout le temps. D'ailleurs, vous dites dans votre livre aussi qu'il y a des points de convergence entre l'extrême gauche, que vous appelez, je crois aussi, les oins du Seigneur, oui, et ces hommes de Davos. Et vous écrivez notamment que l'extrême gauche et les hommes de Davos sont des alliés naturels pour nous réduire en esclavage. Oui. Parce que, si vous voulez, les hommes de Davos, par l'intermédiaire des immenses fortunes qui sont derrière eux, ont pris le contrôle des médias. Et à partir du moment où vous avez le contrôle des médias, vous pouvez vous amuser à essayer d'asservir la population. Donc comme les gens de gauche veulent asservir la population, ils vont se mettre d'accord avec les gens des médias, on a servi la population, puis ensuite on va ce qu'on fait après nous. C'est un peu comme les communistes et les ayatollahs, là en Iran, qui s'étaient mis d'accord pour renverser le Shah. Puis ensuite, les ayatollahs ont liquidé les communistes, vous voyez, parce que les communistes n'avaient pas eu le temps de liquider les ayatollahs. Mais ils se mettent d'accord d'abord pour tuer la liberté. Regardez comme la gauche a soutenu les ayatollahs au moment où ils ont fait tomber le Shah. Vous êtes jeunes, mais c'est extraordinaire. Tous les types de gauche déliraient de bonheur sur l'ayatollah Khomeini, qui était quand même un vieux con, complètement obtus, alors que le Shah, il était en train de bâtir un pays moderne, quoi. Voilà. Et ça fait 30 ans ou 40 ans que j'en manifeste dans les rues en Iran, que les femmes se font assassiner, que la gauche ne dit rien. Est-ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs soutenu aussi à l'époque, au tout début, les révolutionnaires cambodgiens Ah mais complètement.
Je me souviens très bien de Jean Lacouture, ce grand homme, quand on a commencé à apprendre qu'il y avait des massacres, qu'ils avaient massacré la moitié de la population. On lui a demandé, mais vous le saviez, pourquoi n'avez-vous rien dit? Il a dit, parce que le Figaro l'a annoncé en premier. Et je ne peux pas soutenir des thèses défendues par le Figaro. Donc il y avait un génocide et le Figaro. Et ce qui était le plus grave, c'était le Figaro. C'est vous dire la façon dont ils aiment l'humanité, ces gars-là. Et donc là, en fait, on n'est plus dans la recherche de la vérité, mais dans l'idéologie, finalement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils se sont trompés. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils se sont trompés. C'est à mourir de rire. Moi, je suis dans les marchés financiers, c'est sûr, je me trompe toutes les 30 secondes. Hein. Mais j'en mords pas. Et vous parlez aussi d'une volonté de créer un homme nouveau, d'ailleurs. Hein. Mais c'est le but de la Révolution française. C'était de créer un homme nouveau. On y revient tout le temps. Alors, on nous a fait le coup avec le prolétariat. Maintenant, l'homme nouveau, c'est l'immigré, qui est le bon sauvage, vous savez, qui ne peut pas avoir de mauvaises pensées. Je sais pas, vous savez, le coup qui vient de se passer avec l'intelligence artificielle de Google, là, vous avez vu ça? Ça s'est sorti dans les 2 ou 3 derniers jours. Vous n'avez pas fait attention? Google, vous savez, c'est l'archétype du bien-pensance, de ces hommes de Davos. Enfin, il n'y a pas pire que Google, des idées. Donc, vous ne pouviez pas, par exemple, demander une plaisanterie à l'intelligence artificielle de Google sur Biden. Vous en demandiez sur Trump, vous en aviez 3 volumes, mais sur Biden, vous n'avez pas le droit. Donc il y a un type qui a dit, montrez-moi des troupes d'élite allemandes pendant le Reich. Des photos, c'est parce que c'était des constructions photographiques. Et c'est con, ils ont mis toutes les troupes d'élite du Reich noires. Parce que des élites, ça peut être que des noirs. Donc ils ont programmé leur intelligence artificielle pour bourrer le crâne des gens. C'est-à-dire c'est de la connerie naturelle qu'ils font. C'est pas de l'intelligence artificielle. Et c'est à mourir de rire, parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. Donc ils ont été obligés d'enlever leur programme. Enfin, ils sont dans une mer de noir. La valeur a baissé de 70 milliards de dollars en une journée. Mais c'est ils veulent manipuler les images, les idées, etc., pour vous mettre dans la tête que le crime, ça vient toujours du mâle blanc, jamais des noirs. Mais ça peut venir des noirs ou des blancs, puisqu'on a tous le péché originel, on s'en fout. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire le Black Lives Matter, c'est très important, parce que dans le Black Lives Matter, ça veut dire aussi qu'il y a only the Black Lives that matter. All lives matter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas pour eux. Est-ce que vous pensez d'ailleurs justement que peut-être l'élection de Donald Trump en 2016 ou... l'élection de Donald Trump, c'est tout simple, si vous voulez, c'est que c'était... depuis des années aux États-Unis, il y avait les dirigeants importants, enfin les 2 partis, qui devaient se réunir dans une pièce tranquille quand personne ne regardait, et qui désignaient les 2 candidats. Puis ensuite, on les présentait en disant, vous allez... C'est comme si on avait eu une élection présidentielle, on en a eu qui ressemblait à ça d'ailleurs, avec d'un côté Juppé et de l'autre côté Fabius, qui défendent des idées. Bon, regardez, c'est les mêmes, ils sont pareils, ils ont tous les 2 un casier judiciaire, ils sont tous les 2 au Conseil constitutionnel, parce que pour être au Conseil constitutionnel, il faut avoir un casier judiciaire maintenant. Vous savez, c'est Roland Dumas, il avait un casier judiciaire, donc il était président du Conseil constitutionnel, mais Fabius aussi, il a un casier judiciaire. Donc on faisait des faux débats, des fausses candidatures, puis en fait, c'était toujours le même groupe qui gouvernait. Puis il y a Trump qui est arrivé, qui avait suffisamment de pognon pour se payer son élection tout seul, et il a foutu un merdier là-dedans, pas incroyable, quoi. C'est comme Musk avec... ce que Trump a fait au système politique, Musk l'a fait au système des GAFA. D'un seul coup, de montrer qu'ils étaient pourris jusqu'à l'os. Est-ce que justement, l'élection à la victoire de Trump, elle n'a pas eu aussi un effet derrière sur la volonté de contrôle du logos de la part de ces hommes de Davos? Mais de plus en plus. Mais c'est là où Musk est arrivé et a fait sauter le verrou, avec Twitter. Et il y a des rumeurs selon lesquelles il serait peut-être en train d'essayer de se payer Disney, qui est vraiment le cœur du système con, quoi. Et si Musk réussit à s'acheter Disney, ça va être une panique à Hollywood. Il va falloir fermer la frontière pour éviter qu'ils se barrent tous, mais en fait, ils disent toujours qu'ils se barrent, mais ils restent toujours. Mais d'ailleurs, Thierry Breton a été assez critique vis-à-vis d'Elon Musk. Et... Thierry Breton. Parlons d'autre chose, je vous en prie. Il n'est pas sérieux. C'est pas un type dont on peut parler, il est nul. C'est lui qui a foutu l'air Athos, il est grotesque, quoi. Donc c'est le genre de l'archétype de ce genre dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a aucune qualité, mais qui sait tout, qui comprend rien, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez justement du DSA, le Digital Service Act, qui est ce règlement numérique? Il faut faire sauter ça tout à fait, c'est simple.
L'amendement numéro 2 de la Constitution des États-Unis, c'est le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher la liberté de parole. Point barre. Donc personne n'a le droit de faire une loi pour contrôler ce que disent les gens. Mais personne. Là, le DSA, ça va concerner l'Union européenne. Mais que ce soit l'Union européenne ou dans ma famille, j'interdis à quiconque de contrôler ce que veulent dire les gens. C'est inouï que des crétins comme ça. Et d'ailleurs, il s'est passé un phénomène assez rigolo. Il a dit à Elon Musk qu'il allait, je sais pas quoi, l'emmerder et tout. Alors, Elon Musk a répondu qu'il ferait tout ce qu'il faut faire dans le cadre de la loi. Parce que c'est comme ça que fonctionnaient les États-Unis. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Alors que pour M. Breton, tout ce qui n'est pas permis est interdit. Parce que c'est un gros crétin. Et donc il a commencé à dire qu'il allait faire le nécessaire et que M. Musk ne pourrait plus faire ceci ou plus faire cela. Et Musk lui a dit, vous savez, c'est embêtant parce que Ariane, qui envoie des fusées avec des satellites, là, ils ont quoi, 2 ans de retard maintenant? Parce qu'ils réussissent plus à tirer leurs fusées et tout. Lui, il en tire avec son système de fusée, il en tire je sais pas combien par mois. Et je crois que l'Europe a besoin de tas de satellites, par exemple, pour surveiller ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Lui, il a dit, vous savez, je vais peut-être vous mettre tout à fait en arrière de la liste si vous continuez à m'emmerder. Fin de la discussion avec M. Breton, qui s'est tué en disant, bah oui, parce que moi j'ai besoin de mes satellites. Pour contrôler les gens, vous avez besoin d'informations. Ils viennent d'où des satellites? Et qui les envoie les satellites? C'est Musk. Donc si vous voulez contrôler les gens, il ne faut pas emmerder Musk. Mais si vous emmerdez pas Musk, il va libérer les gens. Donc ils sont cuits. Musk, c'est le nouveau Solzhenitsyn. Comme les Russes ont été tués par Solzhenitsyn, l'Union soviétique a été tuée par Solzhenitsyn, les GAFA sont tués par Musk. Ils ne le savent pas encore, mais c'est évident. Et d'ailleurs, on a aussi cette décision là, du Conseil d'État assez récente qui était saisie par Reporters sans frontières et qui a finalement... Reporters sans frontières demande ça. Ce type, il était arrivé, je l'ai vu à la télévision, j'étais mort de rire. Il s'était déguisé en Che Guevara avec un truc, une espèce de battle dress vert, etc. Le type, il n'a jamais dû sortir du 7e. Et c'est effrayant quoi, qu'un journaliste demande la censure. Et du coup, voilà, le Conseil d'État a intimé à l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, de réexaminer la gestion du pluralisme par CNews. Mais ça veut dire qu'on va faire des fiches? Oui, parce que ce qui est nouveau, c'est que maintenant, en fait, c'est plus uniquement le temps de parole des personnalités politiques qui interviennent qui doit être pris en compte, mais aussi celui des chroniqueurs, des invités ou des animateurs. Alors, par exemple, moi, je ne sais pas pourquoi, apparemment, dans ces chroniqueurs-là, on m'a dit que j'étais d'extrême droite, ce qui me fait plutôt poiler, parce que je suis un bon vieux libéral tranquille, quoi, si vous voulez, du style de Bastia ou de Locke ou de Benjamin Constant, quoi, ce qui ont été... Donc, je suis un bon vieux libéral, j'ai rien de... Le libéral, si vous voulez, c'est celui qui cherche à protéger les citoyens contre d'être martyrisés par l'État. Et l'extrême droite, c'est en principe, comme le disait Mussolini, c'est tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État. Alors me traiter moi de fasciste, alors que le vrai ennemi du fascisme et du nazisme, ça a toujours été libéraux. Ça n'a jamais été les socialistes. D'ailleurs, la moitié du gouvernement de Pétain, c'était d'anciens gars du Front Populaire. D'ailleurs, Mussolini avait appartenu au Parti Socialiste. Et nazi, ça veut dire national-socialisme. Faut pas déconner. Donc, si vous voulez, cette espèce de mythe qu'il y ait que la gauche qui soit révoltée contre l'occupation dans les années 40, c'est grotesque. Parce que il y a des gens de droite et des gens de gauche qui ont manifesté. C'était les gens qui aimaient leur pays. C'est là où il y avait les nations à niveau qui revenaient. Donc oui, c'est très intéressant. Et ce qui est tout à fait en train d'apparaître, c'est que vous avez aujourd'hui des pouvoirs en place en Angleterre, en France, en Allemagne, etc., qui sont légaux, mais qui ne sont plus légitimes. C'est-à-dire qu'ils sont haïs par la population. Et ça, c'est extrêmement dangereux politiquement. Parce qu'ils se servent des pouvoirs de l'État pour garder le pouvoir, mais ils n'ont plus l'adhésion des gens. Et c'est ça qui amène toujours, finalement, ça se termine à coup de fourche, quoi. On va aller chercher à coup de fourche à l'Élysée.
D'ailleurs, on a eu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, on leur a tapé sur la gueule. Maintenant, il y a les paysans. Les agriculteurs en colère, oui. Les agriculteurs en colère. Et le jour où ça va péter, c'est le jour où la police en aura marre. Hein. Tous ces régimes tombent quand la police cesse de les soutenir. Donc, le jour où la police dit non, moi je ne tape pas sur les gilets jaunes, terminé. Vous avez le sentiment que justement la police est instrumentalisée ces dernières années on le file plein de pognon en ce moment et tout, mais... Elle sert un peu de garde prétorienne, entre guillemets, du régime. C'est ça. Ben, vous allez voir, il va se promener au salon des agriculteurs et il est entouré de 3 bataillons de CRS et de 2 compagnies de gendarmes. Donc vous vous dites, mais il nous prend pour des tanches, quoi. Il n'est pas allé tout seul. Normalement, il aurait dû prendre sa mobilette et aller au marché, et aller voir les gars là-bas et leur serrer la main. Rien du tout. Il est arrivé entouré d'une garde prétorienne, des types immenses, enfin, avec des gilets pare-balles. Enfin, on se dit, mais... Pour aller voir les paysans français. Vous vous rendez compte? Vous êtes passé devant l'Élysée? C'est devenu un bunker. Vous ne pouvez pas passer devant, vous ne pouvez pas faire le tour, vous êtes... Mais je me souviens, moi, quand De Gaulle était là, et tout le monde voulait assassiner De Gaulle. Personne ne veut assassiner Scornio. Mais vous passiez à pied devant l'Élysée tranquillement, quand De Gaulle était là, et Pompidou était là, et même Giscard était là, et même Mitterrand. Ce type est un pleutre. Il se terre dans son bunker. C'est grotesque. Et il sait qu'il est haï. Et comment vous expliquez le fait qu'il ait quand même pu être réélu justement pour un 2e mandat? D'abord, il y a des tas de gens qui n'ont pas été votés. Puisque disait ce brave Staline, qui était quand même un spécialiste, c'était ce qui compte dans une élection. Hein. C'est pas ce que les gens votent, c'est qui compte les votes. C'est beaucoup plus important. On l'a vu aux États-Unis. Je pense qu'en France, les élections ont été honnêtes, mais je ne sais pas. C'est incompréhensible. D'ailleurs, vous parlez des communistes. On a eu Emmanuel Macron qui, pendant l'hommage au Panthéon à Missak Manoukian, a parlé de l'idéal communiste, je crois. Enfin, il a eu des propos assez élogieux sur le communisme. Il nous prend vraiment pour des tanches. Hein, parce que je voudrais savoir, je suis bien étudié tout ça, mais c'était certainement un homme très bien. Il a été exécuté par les Allemands, etc. Mais je voudrais savoir quand il a commencé à résister. Est-ce qu'il a commencé après que les Allemands aient fait Barberousse pour rentrer en Russie, ou avant? Parce que les vrais résistants, c'est ceux qui ont commencé avant. Est-ce qu'il a résisté pour défendre la France, ou est-ce qu'il a résisté pour défendre la Russie, l'Union soviétique? À ce moment-là, s'il a résisté pour défendre l'Union soviétique, ça ne me gênerait pas qu'il soit au Panthéon, là-bas, en Russie. C'est ce que je veux dire. Oui, parce qu'on rappelle qu'avant l'invasion de l'Allemagne de la Russie par l'Allemagne, il y avait le pacte Molotov-Ribbentrop qui était un pacte de non-agression. Non-agression. Et les dirigeants de l'humanité étaient à la commande en tour en 1940 pour demander l'apparition de l'humanité et qui expliquaient qu'ils étaient tout prêts à aider dans les usines, etc. Donc, et Georges Marchais était allé faire le travail en Allemagne, volontairement. Oui, c'est-à-dire que les dirigeants du Parti communiste français étaient inféodés à Moscou à l'époque. Enfin, donc ils ont commencé à résister une fois qu'on a attaqué Moscou, mais avant, c'est ça. Il n'y a rien eu du tout. Donc, cette histoire du Panthéon, ça me gêne un peu, quoi. Alors, on a parlé du DSA, donc ce fameux règlement numérique européen. On a aussi la Banque centrale et la Commission européenne qui travaillent sur ça, c'est une saloperie, là, un euro numérique. L'euro numérique, c'est une saloperie inimaginable, ça. Qu'est-ce que vous en pensez si vous voulez, ce que ça veut dire, c'est que vous aurez votre compte, non plus dans votre banque habituelle, mais à la Banque centrale, qui aura un lien direct entre votre compte et la Banque centrale. Et comme ça, la Banque centrale saura exactement où vous allez, ce que vous achetez, avec qui vous avez déjeuné, donc c'est un instrument de surveillance, mais inouï. Donc ce que je dis aux gens, c'est amasser le maximum de cash, si vous voulez rester libre, quoi. Et d'ailleurs, la première ministre italienne a dit qu'en aucun cas elle interdirait le cash et qu'elle va permettre aux gens de l'utiliser de plus en plus. Donc au moins, elle a vu le danger. Mais ça fait partie de ces choses-là, si vous voulez. C'est comme, vous savez, la petite fiche qu'on avait remplie, le petit programme qu'on avait dans notre téléphone quand on a eu le Covid, là. Bon. L'application, etc. La prochaine étape, c'est qu'on va vous prendre ça et qu'on va le transformer en un permis de consommer de l'énergie.
Vous avez pris 3 fois l'avion pour les États-Unis, c'est beaucoup trop. Vous avez descendu 2 fois en voiture dans votre maison dans le sud, c'est beaucoup trop. Donc ça vous permettra de dire, monsieur, vous avez utilisé tout votre coefficient énergétique pour cette année, et maintenant vous restez. Leur but, si vous voulez, c'est toutes les libérations se passent toujours par une augmentation de la liberté de circulation. Dès qu'un pays devient riche, dès qu'il devient libre, les gens se précipitent dans le pays d'à côté pour voir comment ils vivent. C'est marrant, mais les hommes adorent se balader pour voir comment les autres se débrouillent, vous voyez. Donc le but de l'humain, c'est quand même de se trimballer partout pour rencontrer les autres, quoi. Et eux, ils veulent nous rattacher à la glèbe. Vous savez, comme on était au Moyen-Âge, on était des paysans attachés à la glèbe, on n'avait pas le droit d'abandonner. Ils veulent nous retransformer en serfs. C'est ça leur objectif. Et eux, ce sont les lords. C'est ça leur objectif. Donc pour vous, cet euro numérique, il pourrait finalement... Il faut surtout interdire ça. Ça pourrait être une monnaie programmable qui permettrait, comme vous dites, finalement... Mais ça permet la surveillance totale. Puis de restreindre l'accès à certains biens au nom de l'écologie, au nom de... Voilà. Au nom de l'énergie. Vous allez donner votre carte de crédit pour vous acheter une entrecôte ou une côte de bœuf, je ne sais pas combien. Et le truc reviendra dans l'autre sens en disant non, vous avez déjà bouffé 3 côtes de bœuf ce mois-ci. Non, maintenant vous prenez de la viande artificielle ou des insectes. Parce qu'ils veulent nous donner à bouffer des insectes. Ouais, donc c'est des outils qui pourraient être mis au service d'une vision politique et devenir des instruments contraignants. Ils sont créés pour nous mettre en esclavage. Tous. Comme l'obligation, si vous voulez. On a eu le plus grand recul de nos libertés individuelles à cause du Covid. Plus de droit à la messe, plus de droit de se réunir, plus de droit... Mais c'était en temps réel l'abolition de tous nos droits constitutionnels. Et personne n'a rien dit, surtout pas le Conseil d'État d'ailleurs. Ni l'Église, à ma stupéfaction. Autrefois, quand il y avait une épidémie, on faisait des processions, on allait tous se mettre ensemble, on se collait les uns aux autres, comme ça tout le monde l'attrapait. Mais au moins c'était bien, quoi. On se retrouvait ensemble, rien, plus une procession, plus une église, plus rien, tout fermé, on se retrouvait chez nous. Il y a un nombre de divorces. Et d'ailleurs, cette restriction des libertés, elle se fait toujours au nom du bien. Elle est toujours, mais tous ces gars-là nous massacrent toujours au nom du bien. Au nom du bien collectif, le bien de tous. Du bien. Ils nous massacrent toujours, ils nous massacrent, ils nous mettent en esclavage, mais c'est pour notre bien. Est-ce que vous parlez aussi dans votre livre justement du grand retour de la morale collective? Ça n'existe pas, une morale collective, ça n'existe pas. Il ne peut y avoir de morale qu'individuelle. Et vous dites que c'est complètement contraire à notre civilisation, cette idée de morale collective. Complètement contraire. C'est les bases de notre civilisation, c'est qu'il y a la loi qui s'applique collectivement, et il y a la morale qui est individuelle. Donc, ce que disait un des grands philosophes français, justement, il y a 11 siècles, qui s'appelait Abélard, il disait « L'État doit s'occuper du crime, mais en aucun cas du péché. » Or, maintenant, ils nous parlent de péché tout le temps, sont devenus des curés. Ils nous emmerdent, vous consommez trop, vous allez trop, vous rigolez trop, vous vous tenez pas bien, vous dites des bêtises à la télévision, donc vous êtes... Parce que ce qu'il y a de plus étonnant avec ces gars-là, ce qui me sidère le plus, c'est à quel point ils sont merdants. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rigoler. Je sais pas, il y a 150 ans, tout le monde venait en France parce que les Français rigolaient tout le temps, tous les amusés, c'était un peuple gai. Aujourd'hui, on est tous bourrés d'antidépresseurs, et on est devenus sinistres, et ils sont encore plus sinistres que tout le monde. Ils sont chiants. Mais ils sont ennuyeux, ils sont laids, ils sont ennuyeux, et leur but c'est d'emmerder tout le monde. Vous vous rendez compte, comme but dans la vie d'emmerder tout le monde? C'est effrayant. Vous dites aussi que cette morale collective, ça peut être un marqueur justement de la pensée socialiste. Ah, complètement. Complètement, parce que d'abord ils vous repèrent. Et si vous dites, ben non, moi, votre truc, j'accepte pas. Prenez quelque chose qui me paraît tout à fait inouï, c'est de faire passer l'avortement dans la Constitution. L'avortement est passé avec Madame Veil, à condition qu'il y ait une clause de conscience pour tous les médecins. Le médecin qui n'avait pas envie d'avorter pouvait ne pas avorter. Mais à partir du moment où c'est dans la Constitution, dans la loi suprême, est-ce que le médecin va pouvoir dire non? Et donc leur espèce de morale collective,
s'applique à quelque chose d'essentiel qui est est-ce que le fœtus est un enfant ou pas? Et à partir de quel moment est-il un enfant? Et est-ce que j'ai le droit de le tuer ou pas? Mais ça ressort de chaque individu, de chaque femme, de chaque homme. Mais c'est pas une décision que peut prendre l'État, parce que s'ils décident qu'ils peuvent tuer les fœtus, ils peuvent demain décider qu'ils peuvent tuer les Juifs, ou qu'ils peuvent tuer les Arabes, ou qu'ils peuvent tuer les Blancs, ou qu'ils peuvent tuer... Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où c'est le collectif qui détermine le péché, vous pouvez faire tous les crimes. C'est comme ça que tous les gars se sont retrouvés dans les camps de concentration en gardant les camps de concentration. Parce qu'on leur avait donné des ordres et on leur a expliqué que les Juifs c'était des sous-hommes. Ceux qui ont résisté, c'est ceux qui n'ont jamais accepté que les Juifs soient considérés comme des sous-hommes. Sinon, Donc, pour moi, c'est abominable parce que passer d'une morale collective à une morale individuelle, c'est ce qui permet aux hommes d'être des hommes libres. Si on vous interdit d'avoir votre morale individuelle, vous êtes foutus. Oui, vous dites que la morale collective, c'est le début de l'horreur. Hein, c'est le début de l'horreur. Oui. Le seul résistant, c'est le gars qui dit non, j'accepte pas cet ordre. Alors vous expliquez aussi dans votre livre que la destruction de la France en tant que nation a été voulue et organisée. Oui. Et vous insistez notamment sur la destruction de l'économie française par les différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années. Alors en quoi cette destruction de l'économie française est-elle volontaire pour vous? Pour une raison très simple, si vous voulez, mais qui est peut-être assez profonde, c'est que j'ai toujours considéré que la France était une civilisation alternative au monde anglo-saxon. C'est-à-dire que on a une autre façon de vivre, on a une façon de voir le monde, on a une autre façon de... Et on a été une nation très puissante et qui a beaucoup réussi. Et donc, si je devais dire une bêtise, ce que je ne fais jamais, bien entendu, je dirais que la France, c'était la fille préférée. Et que la fille qui n'est pas la fille préférée, le monde anglo-saxon, n'a qu'une idée, c'est de se payer la fille préférée. Parce que probablement le projet français, c'était celui qui faisait le plus rigoler Dieu. Quoi. Parce que les gens s'aimaient, si vous voulez, les hommes aimaient les femmes. Puis on allait bouffer, et puis on était gays, et puis quand vous lisez les évangiles, le Christ il passe la moitié de son temps en table. Et donc, il buvait du vin. Il avait l'air très content de boire du vin. Donc je veux dire ça. Je crois que la France avait réussi à créer cette beauté qui faisait que les gens en France vivaient dans la beauté et étaient heureux. Alors que dans le reste du monde, c'était pas vraiment le cas. Et ça rend les gens fous. Quand quelqu'un est heureux, si vous voulez, que tout le monde est malheureux, tout le monde tombe sur l'heureux, quoi. C'est le bouc émissaire, tout le monde va les taper dessus. Alors on revient à l'envie et à la jalousie. Exactement. Heureux comme Dieu en France, disent les Allemands. Et qu'est-ce que vous pensez de l'action d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire sur l'économie française ces dernières années? On va sauter dans les 24 mois qui viennent, maintenant on ne va pas passer, ça passe pas. J'ai fait des petits calculs, on va se retrouver, on va avoir besoin de quelque chose comme 300 milliards d'euros à lever cette année dans les marchés financiers. À mon avis, ça passe pas. C'est-à-dire que les marchés pourraient refuser de nous prêter une partie de cette somme? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer vos comptes. Ils vont aller chercher l'argent dans votre compte. D'ailleurs, on a eu des propos de Bruno Le Maire assez récemment par rapport à... Je me suis dit, oh là là... Un emprunt européen. Un emprunt européen, mais qui est interdit par les traités, je le signale. Enfin, un produit d'épargne européen. Oui, mais les traités européens empêchent que la France soit garantie par les autres pays ou que la France garantisse un autre pays. C'est dans la Constitution allemande. Donc on peut pas... Ils peuvent librement venir investir chez nous, acheter des obligations françaises s'ils sont idiots, les Hollandais ou les Allemands. Mais on peut pas les forcer à acheter des obligations. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont aller piquer, ils vont rendre par exemple, ils vont cesser de rembourser les assurances vie, puisque c'est déjà prévu par la loi Sapin. Et puis ils vont les servir comme on l'a fait, comme on a fait le gouvernement de Chypre dans votre compte bancaire. Ça, vous pensez que c'est une perspective qui est vraiment plausible? Sinon ça passe pas. Et puis quand ils auront fait ça, qu'ils auront pris tout notre argent, ça sera l'Argentine. Le futur de la France, c'est l'Argentine, ou le Venezuela. Et vous parlez d'ailleurs aussi dans votre livre justement
ce que vous appelez une trappe à dette. La trappe à dette, c'est pas difficile, c'est une notion très simple. C'est que si vous empruntez à 5 et que vous investissez à 2, au bout d'un certain temps, les exponentielles à 5, ça croît beaucoup plus vite que les exponentielles à 2 et vous sautez. Or maintenant, les taux d'emprunt auxquels emprunte la France sont supérieurs au taux de croissance du PIB. Donc ça veut dire qu'on arrive dans le moment où la dette commence à accélérer de façon absolument exponentielle pendant que la richesse ne croît plus. Et c'est toujours là que les pays sautent. Donc ça y est, on est dans une trappe à dette. Et là, quand vous parlez de 300 milliards, donc qui est la somme que l'État français doit emprunter cette année, en fait, c'est une somme qui va servir aussi à rembourser les intérêts. Mais il y a à peu près 170 milliards qui viennent du nouveau déficit. Vous avez à peu près 30 ou 40 milliards qui viennent de la hausse des taux d'intérêt. Vous avez à peu près une centaine ou un peu plus de milliards qui viennent des trucs émis il y a 7 ans ou il y a 10 ans et qui arrivent à échéance. Et puis vous avez... Voilà, vous arrivez à pas loin de 300 milliards comme ça, mais je vois pas comment ça va passer. Qui va nous prêter 300 milliards? Et en plus, si on a une récession, je pense qu'on est en train de rentrer dans une récession en France. Si on a une récession, on va se ramasser encore 100 milliards de plus parce que les recettes fiscales vont baisser et toutes les dépenses vont augmenter. Donc il n'est pas impossible qu'on ait besoin de lever 400 milliards cette année, mais ça passe pas. Je comprends pas comment ça peut éviter. Mais ce qui m'étonne, c'est que je fais des tableaux Excel comme tous les copains et tout, je regarde ça, et je me dis ça passe pas. Mais je suis le seul à le faire. Oh, mais à Bercy, ils font rien. Ils préviennent pas le président qu'il y a un loup. Ouais, je veux dire, c'est que, je sais pas, mais le président, il sait pas faire marcher une règle de 3. Bon, le maire, il sait pas, ça on sait. Parce qu'il a fait des normales sup lettres, mais le président, il a peut-être fait... Il a été à l'inspection des finances, ils doivent connaître la règle de 3 à l'inspection des finances. Pas sûr. Pas sûr. Faut pas les surestimer. Et d'ailleurs, comment vous expliquez le fait que la France, qui est quand même une championne de la pression fiscale, hein, je crois qu'on est champion du monde cette année. Champion du monde cette année, oui. Donc un taux de prélèvement obligatoire de plus de 45% du PIB. Et ce prélèvement obligatoire couvre 60% des dépenses. C'est-à-dire qu'en plus, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a 40% de dépenses qui sont couvertes par l'emprunt. Donc on est champion de la pression, et avec ça, on réussit à faire marcher ni la justice, ni la police, ni l'armée, ni rien, quoi. Donc vous dites, mais où passe le pognon? Oui, c'est ça. Comment on explique ce... Je sais pas. Moi, j'ai dit la première des choses qu'il faut faire en France, c'est faire un audit des dépenses de l'État, savoir où passe le pognon. Ce que dit un type comme Charles Pratt, là, il dit, il y a, on est 67 millions de Français, ou je sais pas combien, et il y a 72 millions de cartes vitales. On pourrait peut-être essayer de comprendre. D'où vient la différence Pourquoi il y a 5 millions de cartes vitales dont personne ne sait pourquoi elles sont là, quoi. Non, il faut pas faire de peine aux gens. Parce qu'on voit qu'il y a aussi quand même... L'État a beaucoup de peine à maintenir la qualité des services publics. On le voit chaque année avec l'hôpital, l'éducation... Plus rien ne marche. La police, la justice, l'armée, ce que je dis, chaque fois que ça ne va pas en France, les gens me disent il faut que l'État fasse quelque chose. Je leur dis surtout pas, parce que montrez-moi une chose que l'État a pris en main depuis 40 ans, les retraites ou j'en sais rien, et qui marche. Donc, surtout pas. Ne demandez rien à l'État. Surtout si vous avez fait assez pour nous. Si on ne m'aidait pas. Et vous dites d'ailleurs aussi dans votre livre qu'une grande partie du peuple français est convaincu qu'elle est l'objet d'un vol organisé de la part de l'État. Hein. Mais évidemment. Ce que vous venez de me dire, non? En termes choisis. Vous m'avez expliqué qu'on nous pique du pognon partout et que vous ne savez pas à quoi ça sert. C'est que c'est pas perdu pour tout le monde. Hein. Donc la question c'est qui sont ces gars pour lesquels c'est pas perdu? On pourrait peut-être essayer de les repérer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout ce qu'on appelle le millefeuille administratif, c'est-à-dire beaucoup de... Mais quelle que soit la raison, mais je sais bien, mais quelle que soit la raison, quiconque fait un tableau Excel à 5 ans, sait que dans 5 ans, au moins, ça sera fini. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est toute cette classe qui continue à nous expliquer qu'ils pensent tous que ça va durer. Mais ce que disait Oscar Wilde, qui avait beaucoup d'esprit, quand on lui demandait comment vous êtes ruiné, il a dit lentement au début et très vite à la fin. C'est-à-dire que ça met des années pour ruiner un pays comme la France. Et puis quand vous êtes vraiment ruiné, là, la chute est d'une rapidité, ça va être comme un coup de... Et là, il va y avoir une baisse du niveau de vie qui va être effroyable et qui va prendre de plus dans la gueule les petites gens. Oui, ça, les premières victimes, ce sont les petites gens. Ce sont les petites gens. C'est les agriculteurs, c'est les gilets jaunes.
c'est toujours eux qui dégustent le plus. Je trouve ça absolument odieux. Vous parlez aussi de la destruction du système industriel français dans votre livre. On a tout vendu. Et pourtant, Emmanuel Macron a fait de la réindustrialisation son cheval de bataille. Oui, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, cet homme, il n'y a pas vraiment beaucoup de rapport. Hein. Donc pour vous, les ambitions en matière de réindustrialisation, elles sont pas... Les gens me font rigoler, pour une raison très simple, c'est que la marge brute d'autofinancement, c'est-à-dire grosso modo, quand vous êtes, ce qui reste une fois que vous avez tout payé, quoi, des entreprises, une fois que vous avez amorti, que vous avez payé les salaires, tout, il reste la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, produisant en France, hein, pas produisant à l'étranger parce que c'est autre chose. Elle est à peu près entre 50% et 70% de la marge brute des entreprises italiennes, anglaises ou allemandes. Et 50% de la marge brute d'autofinancement des entreprises suisses. Donc, comment vous voulez réaliser une réindustrialisation si la rentabilité du capital est la moitié de ce qu'elle est en Suisse? Si vous êtes un tout petit peu intelligent, vous mettez votre usine en Suisse. Il faut être complètement débile. Donc, il n'y a pas d'industrie en France, mais il y a un paradoxe extraordinaire en France, c'est qu'on n'a plus d'industrie, mais qu'on a des très belles valeurs industrielles. Vous avez Air Liquide, vous avez Schneider, vous en avez une quinzaine comme ça, Total. Mais elles ne produisent plus rien en France. Elles ont leur siège en France, elles ont leur conseil d'administration en France, mais elles produisent à l'extérieur. Parce qu'elles ont fermé toutes leurs usines en France, parce que c'est pas la peine. Mais c'est-à-dire qu'on a gardé une capacité intellectuelle, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre, ce qui n'est pas le cas de l'Italie. Et donc nous, on a gardé une classe dirigeante qui sait faire de l'industrie, mais qui n'a aucun intérêt à la faire en France. Si un jour la France redevient un pays normal, ils reviendront. Et ils installeront des usines tout de suite. À ce moment-là, la marge brute d'autofinancement sera le double de ce qu'elle est en Suisse aujourd'hui. Ce qui implique qu'on sorte de l'euro, qu'on sorte de l'Europe et qu'on arrête toutes ces bêtises. Et puis il y a aussi sur cette question de la réindustrialisation, la question de la compatibilité avec les objectifs de décarbonation et puis de transition écologique. Là, on n'est pas rendu, si on commence à aller là-dessus, on n'est pas rendu. Que vous appelez, d'ailleurs, je crois que vous appelez les panneaux solaires des miroirs magiques, oui. Et les éoliennes des moulins à vent. Les moulins à vent, mais ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. On a dépensé 7 000 milliards d'euros dans le monde entier sur ces trucs-là, et c'est des industries intermittentes qui ne servent à rien. Par contre, les sociétés pétrolières dépensaient 700 milliards par an de recherche pour faire trouver du gaz, du pétrole et tout, c'est tombé à 300 milliards parce que les banques ne leur prêtent plus. Et il y a 20 ans, 82% à peu près de l'énergie mondiale venait des énergies fossiles. On a dépensé donc 7 000 milliards d'euros pour changer ça et tout. Et on est aujourd'hui à 82. On a fait zéro progrès. Donc on a dépensé 7 000 milliards d'euros pour rien. Et vous prenez le cours de bourse des sociétés vertes. Ils se sont pété la gueule, c'est affreux, parce qu'ils ne gagnent pas rond. S'il n'y avait pas les subventions, ils seraient tous en faillite. Et vous prenez le cours de bourse de Total ou de Royal Dutch. Donc, les gens il n'y a personne de sensé qui investit là-dedans, parce que la seule rentabilité, c'est si vous appauvrissez les autres par l'intermédiaire des subventions. Il y a des gens qui se sont fait vraiment beaucoup d'argent avec les subventions, qui ont été prélevées une fois de plus sur les petites gens. Dans chaque note d'électricité, il y a la subvention que vous payez pour les 10 familles qui ont installé des moulins solaires ou des panneaux avant, là. Je ne sais pas comment j'appelle ça. Vous parlez aussi d'ailleurs beaucoup du KEDF hein, dans votre livre. C'est monstrueux, le KEDF. Ça a été une destruction volontaire pour faire plaisir aux Allemands. Réussir quand même, il faut avoir fait de très longues études pour faire ce coup-là, parce que réussir à indexer le prix de l'électricité en France sur le gaz dépensé par les Allemands, alors que nous, on ne fait pas de gaz on fait pas d'électricité avec du gaz, il faut avoir fait l'inspection des finances. Parce que ça, j'ai jamais compris comment ils avaient pu faire ce coup-là. Pourquoi ils ont indexé le prix de l'électricité en France sur le prix du gaz? Tant plus que ces couillons allemands, ils ne servent même plus du gaz, ils font brûler du charbon maintenant. C'est vraiment de prendre pour des tanches. C'est là où la souveraineté intervient. Les Français ont dépensé sous De Gaulle, Giscard, Pompidou, etc., plein de pognon pour faire leur indépendance énergétique. Et ben, on la garde bien tranquille pour nous. Et puis, c'est comme ça, notre électricité sera moins chère et on aura des industries qui resteront en France. Il n'y a aucune raison que les autres bénéficient des investissements qu'on a faits.
Les Allemands qui ont fermé leur centrale électrique, qu'ils crèvent. Rien à foutre, c'est pas mon problème, les Allemands, c'est pas moi qui les gère. Oui, vous dites d'ailleurs dans votre livre que pour un libéral, vous n'êtes pas contre un monopole de l'État. Il y a des endroits, le problème, c'est que vous avez des endroits où la duration de l'investissement est tellement longue que vous ne pouvez pas faire de calcul économique. Par exemple, le cycle énergétique, j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est entre 35 et 40 ans. C'est-à-dire que les investissements, vous voyez un cycle énergétique avec un plus bas en 1920, puis en 1950, puis en 1980, puis ça monte. Vous le voyez, il y a ce cycle énergétique, vous le voyez très bien. Bien, il est là. C'est-à-dire que c'est le moment où les investissements n'ayant pas été faits, si d'un seul coup la demande augmente, parce que par exemple l'Inde commence à boomer, la demande augmente, on passe de 100 à 102 à 103 millions de barils par jour, et il n'y en a que 98, et à ce moment-là, c'est le moment où le prix du pétrole quadruple, quoi, boum. Parce que c'est très inélastique par rapport au prix, hein, la demande d'énergie. Donc, on est au moment où l'énergie l'énergie fossile risque de voir son prix monter de façon extraordinaire. À ce moment-là, on est fait comme des rats. Mais quand vous voyez, quand ils se sont fait choper avec Pompidou et Giscard, et même avant avec De Gaulle, pour obtenir l'indépendance énergétique de la France, on a fait des centrales qui nous donnaient 40 ans ou 50 ans de vision. Mais si vous prenez les taux d'intérêt étaient à 7, 8 ou à 10 à l'époque, si vous essayez de calculer la valeur actualisée d'un investissement qui paiera dans 40 ans à 7 ou 10%, c'est zéro aujourd'hui, parce que l'effet de d'escompte est tellement fort. Donc il y a des endroits où le secteur privé ne peut pas aller parce que la duration est trop longue. Et ça, c'est l'énergie. Et donc à ce moment-là, vous vous dites, c'est peut-être la responsabilité du gouvernement de faire le pari que l'énergie et le nucléaire, ça sera meilleur que les autres. C'est le moment pour rendre la société française moins fragile. C'est la prérogative du gouvernement. Donc il y a des endroits, en effet, où on peut avoir des monopoles publics, oui. Mais il faut faire très attention, parce qu'il faut que ça ait une duration très longue, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et alors, vous parlez aussi dans votre livre du droit de propriété sur cette question. Vous dites que tous nos débats économiques, ils viennent aussi principalement du fait que l'État bafoue sans cesse, l'État français bafoue le droit de propriété. Tout le temps. Regardez, les squatteurs. Si vous avez un squatteur au Texas, ça dure 24 heures, même pas, 2 heures. Les flics arrivent, chassent à grands coups de pied de pompe. Bon, les squatteurs. La mairie de Paris, ou je ne sais pas qui, a décidé que les logements qui étaient mal protégés contre le froid, ils seraient plus louables. Donc d'un seul coup, vous avez 10 à 15% des appartements à Paris qui deviennent inlouables. Et leur valeur s'est écroulée. Mais qu'est-ce qui lui donne le droit de faire ça? Si les gens ont envie d'avoir froid, de ne pas se chauffer. Je veux dire, non, mais en plus, il n'y en a pas bâti 10% pour remplacer ça. Hein. Donc il va y avoir une pénurie de logements monstrueuse, on le voit déjà. L'impôt sur si vous voulez, l'impôt sur l'immobilier qu'on est en train de monter, l'impôt sur les loyers, on bloque les loyers. Donc, c'est pas à vous. En plus, une fois que vous êtes mort, on vous pique 60%, vous avez travaillé toute votre vie comme un rat, vous avez mis de l'argent de côté pour vos enfants, on vous en pique 60%. Vous avez payé des impôts tout du long, et à la fin, vous avez toujours payé des impôts. Mais donc, je veux dire, moi quand j'étais à Hong Kong, j'ai vécu 10 ans à Hong Kong, c'était le pied, ma déclaration d'impôt, ils m'envoyaient en disant, vous avez gagné ça cette année, envoyez-nous 17%, merci beaucoup. Je lui envoyais un chèque, et c'est pas la peine à ce moment-là de frauder, c'est pas la peine de monter des structures à la noix, à 17%, vous dites, bon, je ne vais pas m'emmerder, je paye, et puis... En plus, ça marchait bien à Hong Kong, l'administration marchait. Donc aujourd'hui, l'État, vous avez 3 façons de lever des impôts pour payer les services publics, pour payer une espèce d'amélioration de la société comme, je sais pas, l'éducation pour ceux qui en ont besoin, les bourses autrefois, vous savez, c'était... Et la 3e, c'est pour réagir à la justice sociale, c'est-à-dire promouvoir l'égalité. Et on se retrouve dans le ramener au problème précédent, l'égalité, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a une étude qui a été publiée par l'INSEE fin décembre et qui relance encore une fois l'idée de taxer les loyers fictifs des propriétaires. Ils l'ont fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait... Mais pourquoi, de quel droit? Mais de quel droit? Qu'est-ce qui donne le droit au gouvernement de prendre de l'argent qui n'a été gagné nulle part? Mais c'est toujours la question que je pose aux gens. Si vous voulez prendre l'argent de quelqu'un d'autre,
on vous explique que c'est être noble et généreux. Mais j'ai jamais compris pourquoi, si moi je veux garder mon pognon, c'est égoïste, et si quelqu'un veut me le prendre, c'est généreux. Vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce qu'ils achètent avec mon argent? Le vote des connards? Si vous subventionnez les gens qui ne travaillent pas, et si vous taxez ceux qui bossent, faut pas vous étonner si le chômage augmente. Aujourd'hui, partout en France, vous ne trouvez pas de boulot alors qu'il y a vous ne trouvez pas de travailleurs parce que le type, il préfère rester à la maison, il est plus payé en restant à la maison. Vous dites aussi d'ailleurs que la classe politique n'est jamais tenue responsable de ses échecs. De rien. Ça, c'est... De rien. Que le système se protège. C'est ça, ce que je dis, si vous voulez, c'est qu'autrefois, il y a le peuple, au-dessus du peuple, il y a l'administration pour faire tourner les machines, là, qu'il faut, c'est des gens qui ont fait de très longues études avec une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère, c'est pour ça qu'ils sont dans l'administration. Puis au-dessus, vous avez la fonction politique, dont le but, c'est d'être foudroyé quand ils se trompent. Vous voyez, c'est ça le... Or, la fonction administrative a pris le contrôle de la fonction politique à partir de Giscard, et nous n'avons plus de fonction politique. Nous n'avons plus qu'une fonction administrative qui est devenue folle. On n'a plus de politique, c'est fini. La différence que je dis entre Juppé et Fabius, ils sont tous les deux chauves, ils sont tous les deux laids. Je vois pas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'homme d'État, de quelqu'un qui a une stature... finalement, mais s'il y en a un, il est liquidé tout de suite. Vous savez, c'est ce que disait Churchill, il disait en politique, il y a le temps des lions et le temps des chacals. On est dans le temps des chacals. Mais les lions vont revenir. Parce qu'avec les jours qui s'annoncent, c'est pas les chacals qui vont résoudre les problèmes. Le souverain en France, d'après la Constitution, c'est le peuple, qui est le souverain. Et donc, il faut que le peuple reprenne le pouvoir, parce que ça fait 30 ans qu'il nous parle de problèmes à régler qui ne nous intéressent pas, et que personne ne traite les problèmes qui nous intéressent, comme l'éducation, la justice ou l'immigration. Donc il faudrait peut-être que ce soit nous qui décidions par un référendum, et le premier référendum devrait être peut-être, est-ce que les fonctionnaires peuvent faire de la politique? S'ils en font, ils doivent démissionner de la fonction publique pour toujours. C'est le cas en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Il n'y a qu'en France où ils peuvent faire de la politique, ils sont battus la fois d'après et ils retournent dans leur corps d'origine où leur carrière a continué comme si rien ne s'était passé. Donc les politiques qui viennent en France, qui sont tous des fonctionnaires, ils ne prennent aucun risque en faisant de la politique. Puisque quoi qu'il arrive, ils se retrouveront payés de la même façon. Donc la première des choses, c'est rendre le fonctionnaire inéligible. Et vous parlez aussi d'ailleurs du libéralisme dans votre livre en rappelant que c'est pas une théorie économique, mais c'est une doctrine juridique. C'est une doctrine juridique. C'est une doctrine juridique, c'est tout. Et alors aujourd'hui, le libéralisme fait souvent ce que vous dites, figure d'abomination ultime, à gauche, mais pas seulement, aussi à droite. On entend régulièrement des gens de droite. Ça prouve simplement que les gens n'ont aucune culture, ne savent rien, et qu'ils répètent que les imbécilités qu'ils lisent dans les journaux et qu'ils écoutent à la télévision. Le libéralisme, si vous voulez, c'est la seule façon qu'on a trouvée dans l'histoire d'empêcher le monstre qu'est l'État qu'on a créé pour nous protéger de nous martyriser. Le seul problème de la science politique, c'est que vous avez créé ce machin, vous êtes une nation, vous avez besoin d'un État pour vous protéger contre les ennemis intérieurs, les ennemis extérieurs. Une fois que vous l'avez créé, il a le monopole de la violence. Comment vous faites pour que ce gars qui a le monopole de la violence ne vous martyrise pas? C'est ça la seule question intéressante de la science politique. Ben, la seule réponse valable qui a été donnée, c'était par Locke. Personne d'autre n'a donné une réponse. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que quand on entend aujourd'hui des gens qui justement critiquent le libéralisme ou le néolibéralisme, on entend plus souvent d'ailleurs des gens critiquer. Je ne sais pas ce que c'est le néolibéralisme. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec ce qu'on appelle le capitalisme de connivence par exemple? Oui, c'est moi qui ai créé ce nom, le capitalisme de connivence, il y a quelques années, mais ça n'a rien à voir. C'est comme si vous disiez que, je ne sais pas, vous comparez le curé de la paroisse avec le bandit de grand chemin, quoi. Le capitalisme de connivence, c'est un crime. C'est des criminels. Le libéralisme, c'est un type qui vit dans la loi. Donc vous me dites que vous mettez un nom, on l'appelait néolibéralisme, comme si les gens passaient de respecter la loi à être des criminels. Ben non. Le libéral, par définition, respecte la loi.
Mais est-ce que les gens qui justement critiquent le libéralisme se trompent pas justement, et ne devraient pas plutôt... Mais ils se trompent pas. Il n'y a que deux possibilités. Ou ils se trompent, ils sont des crétins, ils n'ont jamais rien lu, ils savent rien, ce qui est impossible, ce qui n'est pas impossible. Hein. Ou de l'autre côté, si vous voulez, ils mentent parce que ça les arrange. Parce que comme disait Boudon, qui était un sociologue que j'aimais bien, il disait « Pourquoi le libéralisme est détesté par les intellectuels en France ?» Parce que dans un pays libéral, ils seraient payés à leur vraie valeur. Vous vous rappelez d'ailleurs que le libéralisme a permis en 3 siècles doublement de l'espérance de vie en Occident, puis dans le monde entier, fin de l'esclavage, éducation pour tous, hausse du niveau de vie. Et c'est lui qu'on accuse de tous les péchés du monde. Et vous verrez que les intellectuels français sont... Il n'y a pas un tyran qu'ils n'ont pas aimé. C'est étonnant quand même. Quand vous y réfléchissez, Staline, ils ont adoré, vous en avez un paquet qui ont aimé Hitler aussi, Mussolini, il les a fascinés, Pol Pot, n'en parlons pas, Mao, quand j'avais 20 ans, il y avait un avec pour Mao, Ho Chi Minh, rien de mieux, et ils passaient leur temps à dire du mal de ce pauvre Pompidou, de Giscard, qui étaient plutôt des braves gens, quoi. Et qui ont tué personne, enfin Mitterrand, je ne suis pas sûr. Vous parlez aussi un peu de la monnaie quand vous évoquez la destruction de la France, la destruction volontaire. Vous avez un peu parlé de l'euro tout à l'heure. Vous sembliez très critique par rapport à l'euro. Bien sûr, ça ne peut pas marcher. Pour vous, ça a contribué à vraiment détruire aussi l'économie française, hein? Écoutez, je vais vous expliquer ça rapidement. Il y a, pour des raisons historiques, on a 70% de fonctionnaires de plus par 10 000 habitants que les Allemands. Moi, personnellement, je n'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Si les Français sont contents d'avoir plein de fonctionnaires, c'est pas mon truc. Alors, comment ça se passait dans le temps? Les entreprises françaises doivent payer ces fonctionnaires en plus. Parce que c'est le coût du siège social France est plus élevé en France qu'en Allemagne. Donc, les impôts sont plus élevés. Donc, la façon dont ils s'en sortaient, c'est que, comme il y avait beaucoup moins de fonctionnaires en Allemagne qu'en France, la monnaie française baissait avec le temps comme ça. Donc, on payait les fonctionnaires en monnaie de singe, si j'ose dire. Et eux, les hommes d'affaires, avec la monnaie qui baissait, ils exportaient dans la monnaie du pays d'à côté et ils gagnaient bien leur vie. Donc l'appareil industriel français restait rentable parce que la monnaie dévaluait. Mais maintenant, si vous bloquez le taux de change, on ne peut plus dévaluer. Et à ce moment-là, la variable d'ajustement, ça devient quoi? Ça devient les profits des sociétés françaises qui s'écroulent et toutes les usines ferment. Et c'est ce que j'ai écrit il y a 25 ans. Et c'est exactement comme ça se passe. Et après ça, 25 ans après, les couillons qui nous ont imposé l'euro sont en train de dire qu'on va réindustrialiser la France. Mais ils sont bêtes, ça pleurait. Et comment vous expliquez justement que l'euro ait réussi à tenir, soit toujours encore en vie aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont respecté aucune des règles qui étaient là au départ. Si vous voulez, toutes les règles, quand M. Draghi est arrivé, il n'avait pas le droit d'acheter des obligations d'État. La Banque centrale n'avait pas le droit de financer les déficits budgétaires. Le bilan de la Banque centrale, la BCE, a multiplié par 5. C'est-à-dire que la masse monétaire a augmenté par 5. Et la richesse créée en 10 ans a augmenté de 20%. Ça, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing, quand la Banque centrale rachète les dettes publiques. Obligations. Mais c'était interdit par les traités. Donc ils ont respecté aucune des règles. Et ça contribue aussi à créer de l'inflation monétaire? Ça veut dire tout simplement, non mais si vous mettez les taux d'intérêt à zéro, etc., qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui ont vraiment de l'argent, comme M. Arnaud, il met son immeuble sur les Champs-Élysées en garantie, puis il emprunte encore quelques milliards à zéro. Et il va acheter l'immeuble en face des Champs-Élysées. Donc les riches deviennent de plus en plus riches, mais il n'y a pas d'immeuble en plus. Donc la productivité du travail baisse, parce que personne ne fait des investissements, tout le monde spécule dans l'immobilier. Et donc la productivité du travail baissant, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Donc la politique de la BCE, c'était fait pour Goldman Sachs, et celui qui payait, c'était le gilet jaune. Et ça fait 20 ans que je le dis. Et on voit les résultats tous les jours. Ça enrichit les riches et ça appauvrit les pauvres. Alors ils ont arrêté de faire le quantitative easing, c'est terminé depuis quelques mois. À partir du moment où l'inflation est passée à 5, 6, 7%, là c'était fini, mais vous avez même ramassé une gamelle sur les marchés obligataires. Les obligations françaises de 10 ans ont perdu 25%. Quoi. Donc tous les gens qui avaient des assurances vie, pas 25% dans les dents. Pour vous, on a intérêt à... Parce qu'on entend souvent aussi des gens qui disent non, si on sort de l'euro, ce sera une catastrophe pour la France. Mais écoutez, je vais vous arrêter une seconde. Il m'expliquait que si on rentrait dans l'euro, ça allait être un immense succès pendant 25 ans. Ça a été un désastre. Donc les mêmes corneaux comme Attali qui vont dire les femmes seront plus belles, il fera beau tout le temps, on va devenir riche. Donc ce corneau-là, maintenant il vous explique que si on sort, ça va être un désastre. Mais pourquoi vous le croyez? Il s'est trompé sur tout depuis 40 ans.
Il a toujours eu tort sur tout. Donc, mais arrêtez de prendre peur de gens qui vous disent des bêtises, vous disiez des bêtises il y a 50 ans, qui continuent à en dire. Ils n'ont aucune crédibilité. Il faut les chasser à coups de latte, quoi. Mais d'ailleurs, dans la dernière partie de votre livre, hein, donc, qui s'appelle la défaite des technocrates et la victoire des peuples, vous êtes très optimiste hein, sur l'issue. Très optimiste, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser. C'est toujours ce que disent les Allemands. Il vaut mieux une fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Eh bien, on arrive à une fin dans l'horreur. On va en prendre plein les tronches, mais on sera libre. Et donc, on sera heureux. Est-ce que vous dites que la société de contrôle qu'on nous prépare est extraordinairement fragile et que toutes les structures de pouvoir technocratique s'écroulent en général d'un seul coup hein. Très vite, très vite, très vite. Tout le monde dit que ça durera 1000 ans, et puis comme le Reich, puis ça dure 12 ans. Ça se termine mal, hein, c'est pas un bon moment. Voilà. Non, mais tout ça va sauter avec beaucoup d'entrain. Il y en a qui ont duré un peu plus longtemps. L'URSS, ça a duré quand même... Oui, mais ils ont tué aussi 30 ou 40 millions de personnes. Si vous pouvez assassiner les gens, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais quand même... je ne sais pas si on va le refaire, ça. Enfin, on ne sait jamais. Ils sont peut-être assez crétins. Et vous dites d'ailleurs que pour vous, vous ne croyez pas du tout aux efforts collectifs pour se débarrasser du collectivisme, hein, uniquement l'initiative individuelle. Ce qui fait tomber le collectivisme, c'est Solzhenitsyn. Jean-Paul II. C'est tout. Donc il faut que chacun d'entre nous en devienne meilleur, que les gens se rendent compte qu'on est bien autour de vous, que c'est comme une tache d'huile. Moi je dis toujours à tout le monde, c'est que l'éducation c'est d'apprendre aux enfants à dire non. Non. Ça je le ferai pas. Et s'il y a de plus en plus de gens qui disent ça je le ferai pas, ils sont foutus. Vous parlez de refuser le mensonge aussi. Hein. Refuser le mensonge, Le mensonge ne doit pas passer par vous. Ça, c'est Solzhenitsyn. Oui. C'est-à-dire que vous avez le droit, si votre vie est en jeu, par exemple, ou votre carrière, de ne rien dire, mais vous ne devez pas le répéter. Vous pouvez vous taire, mais vous ne pouvez pas proférer le mensonge, parce qu'à ce moment-là, vous êtes foutu. Est-ce que se taire, justement, et ne pas dénoncer le mensonge, c'est pas faire la moitié seulement du... C'est la moitié, mais au moins, mais si vous commencez à contribuer au mensonge, vous devenez un menteur. Et en quoi, pour vous, justement, les notions de vérité et de liberté sont-elles très... C'est la fin de mon livre, c'est la définition de Jean-Paul II de la liberté, qui dit la liberté, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Donc le pouvoir, c'est qu'on ne vous empêche pas de le faire. Le vouloir, c'est que vous ayez la force interne de le faire, et que vous ayez quelque chose dans votre tête qui vous explique ce qui doit être fait. Ça n'est pas la licence, la liberté. C'est de se tenir droit. Eh bien oui, donc vous avez le pouvoir, le vouloir et le devoir. Et si vous y arrivez, tout ira bien. Et au moins vous serez heureux, et les gens autour de vous seront heureux. Merci beaucoup, Charles Gave, d'avoir répondu à nos questions.